Les dirigeants de l'Union européenne affichent leur satisfaction au sommet européen après l'accord trouvé lundi soir pour mettre en œuvre un embargo sur le pétrole russe. À Severodonetsk, ville clé du Donbass, troupes russes et ukrainiennes s'affrontent dans des combats de rue facilités par d'intenses bombardements russes. L'instance européenne du football a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante sur les événements autour de la finale de la Ligue des Champions ce week-end en France. Les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent mardi pour la deuxième journée du sommet européen. Les chefs d'État et de gouvernement affichent leur satisfaction. Dans la soirée de lundi, ils sont parvenus à s'entendre sur un embargo concernant le pétrole russe après un mois de négociations difficiles. Le compromis est moins ambitieux que la proposition initiale, mais un geste a finalement été fait à l'égard de la Hongrie. Une atmosphère de soulagement dominait lors des arrivées au sommet. Une bonne nouvelle hier. Comme je vous le disais hier matin, nous allions avoir un accord et nous l'avons eu. Tardivement, comme toujours, mais nous l'avons eu. Nous avons désormais un plan pour interdire 90% des importations de pétrole dans l'Union européenne. D'ici la fin de l'année, nous achèterons 90% en moins. L'accord prévoit d'interdire d'ici le mois de décembre les livraisons de pétrole russe par bateau, ce qui représente environ 2/3 des importations. L'oléoduc qui alimente la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie reste donc en service, soit 10% des importations. Cette exemption satisfait les pays membres qui ne peuvent pas se tourner immédiatement vers des alternatives à l'approvisionnement venu de Russie. C'est un compromis. Et si je devais choisir entre un compromis et aucune sanction, alors je pense que c'est un compromis juste. Et je dois dire que tout le monde était particulièrement constructif autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est le meilleur que nous pouvions obtenir. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un 6e paquet de sanctions contre la Russie. Il comprend aussi un élargissement de la liste noire de l'Union à une 60aine de personnalités, dont le chef de l'Église orthodoxe, le patriarche Kirill. Ce train de mesures prévoit aussi d'exclure du système international de transactions financières SWIFT 3 banques russes, dont la principale, la Sberbank. Pour cette nouvelle journée de sommet, les dirigeants se pencheront sur la question de la sécurité alimentaire et le transport des céréales bloqués en Ukraine. Des combats de rue, quartier par quartier. Les forces russes qui fournissent ces images affrontent les soldats ukrainiens dans le centre de Severodonetsk, une des villes clés du Donbass encore sous contrôle ukrainien. Mais l'armée de Kiev est en difficulté. La ville est sous un déluge de bombes. Le Kremlin affirme qu'elle est presque entièrement sous le contrôle des séparatistes. Côté ukrainien, on rapporte que la ville est en ruine et que des milliers de personnes ont été chassées de chez elle. C'est dans cette zone qu'a été tué hier le journaliste de BFM, Frédéric Leclerimoff. Ce reporter français suivait une évacuation de civils au moment du drame. Le gouverneur de la région affirme que les routes sont trop dangereuses pour permettre l'évacuation des civils et le transport d'aide humanitaire. Le Kremlin semble accélérer son avancée dans le Donbass, car l'arrivée des armes occidentales en Ukraine pourrait rendre cela impossible. Mais toutes les armes espérées ne seront pas livrées, semble-t-il. Nous n'allons pas envoyer à l'Ukraine des systèmes de roquettes qui peuvent frapper en Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirme que ce que le Kremlin appelle la libération de la région de Donbass reste une priorité inconditionnelle pour Moscou. De nombreux monuments historiques ukrainiens ont été détruits au cours des 3 derniers mois. Mais des experts culturels s'efforcent de conserver leur mémoire en utilisant des technologies de pointe. Comme l'ingénieur français Emmanuel Durand. Il aide les architectes ukrainiens et les experts en bâtiments historiques à enregistrer les bâtiments de Kiev, Lviv, Tchernihiv et Kharkiv. Le scanner prend 500 000 points à la seconde. Sur cette station seulement, par exemple, on va avoir à peu près 10 millions de points. Ensuite, on va changer les stations, faire tout le tour du bâtiment. Et ensuite, tout ça, ça va être assemblé sur un ordinateur, comme des pièces de puzzle, mais en 3D.
Il y a 500 bâtiments à Kharkiv, explique cet architecte, qui doivent être classés au patrimoine architectural. La plupart d'entre eux sont situés dans une zone historique centrale très dense qui a subi des destructions et a été bombardée. Certains estiment qu'il est futile de documenter les bâtiments historiques de manière aussi méticuleuse alors que la guerre fait toujours rage et que des gens meurent chaque jour. Mais ces experts ne sont pas d'accord. La culture est notre histoire et quand elle est effacée, c'est beaucoup de nous qui disparaît. Dans le Pacifique, le premier ouragan de l'année a touché terre ce lundi dans le sud du Mexique. Agatha, c'est son nom, s'est lentement déplacé le long de la côte mexicaine. Des rafales de vent de plus de 165 km/h ont été enregistrées. Inondations et coulées de boue sont à craindre dans cette région très touristique. Par précaution, des milliers d'habitants ont été mis à l'abri par les autorités. Non seulement le tabac est néfaste pour la santé, mais il est également nuisible à l'environnement. C'est l'un des messages lancés par l'OMS ce mardi à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que chaque année, l'industrie du tabac entraînerait la coupe de près de 600 millions d'arbres et contribuerait au gaspillage de quelques 22 milliards de tonnes d'eau. Au Népal, c'est désormais confirmé, aucun passager n'a survécu au crash d'un avion survenu ce week-end dans le massif de l'Himalaya. Les autorités locales ont retrouvé le dernier corps qui manquait à l'appel. Au total, 22 personnes, dont 19 passagers, sont décédés durant l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion aurait heurté un rocher. C'est au tour de l'UEFA de réagir après la gestion chaotique et violente par les forces de l'ordre françaises des supporters présents à bord du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions ce week-end. L'instance européenne du football a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête indépendante. Les autorités françaises pointées du doigt ont rejeté la faute sur les supporters anglais en reprenant les déclarations controversées du préfet de police de Paris évoquant une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Le point pivot central majeur, c'est d'essayer de comprendre jusqu'au bout ce qui s'est passé sur cette fraude massive à la billetterie et pourquoi en tel nombre. Cet argumentaire en forme de mensonge a provoqué l'embarras jusqu'au sein du ministère français de l'Intérieur, comme l'a rapporté le journal Mediapart. Un député britannique présent sur place parle d'un maintien de l'ordre lamentable. Nous avons vu des milliers de supporters faire la queue pour entrer. Aucun tourniquet n'était ouvert et tout ce que l'on pouvait voir autour du terrain, c'était des files d'attente massives. Personne ne pouvait accéder. Et la situation est devenue de plus en plus mauvaise. Nous avons été témoins de gaz lacrymogène de la police et de spray au poivre sur des personnes ayant des billets. Les ministres français de l'Intérieur et des Sports seront auditionnés ce mercredi par le Sénat sur ces incidents. Des incidents qui interrogent avant l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Le marché de Lima était à la fête ce lundi pour célébrer l'un des joyaux du pays, la pomme de terre, la papa comme on l'appelle en Amérique latine. Depuis 2005, le Pérou consacre une journée nationale à ce tubercule qui fait la fierté des Péruviens et dont les origines remonteraient à plus de 7000 ans avant Jésus-Christ dans la région du lac Titicaca. C'est un produit ancestral à haute valeur nutritionnelle. C'est aussi un aliment standard qui nous identifie en tant que Péruviens. Pour cette raison et pour bien d'autres encore, c'est le produit le plus important de la gastronomie péruvienne. Selon le gouvernement péruvien, plus de 700 000 familles vivent de la culture de la pomme de terre au Pérou. Dans les Andes, il existe plus de 4000 variétés de pommes de terre de différentes tailles, formes et couleurs. La pomme de terre est importante dans chaque foyer car elle est très nutritive et pour nous Péruviens, la pomme de terre est un étendard. On l'utilise pour tout. La pomme de terre a été introduite en Europe à partir du XVIe siècle.